Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir avec enfin une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je prenais une petite pause après ma semaine back to school pour la rentrée, etc. Elle a été un tout petit peu plus longue que prévu parce que, évidemment, je suis tombée malade. Je reviens avec une vidéo un peu tranquille. Ça fait 2-3 jours que nous sommes en automne. Il est donc temps de faire mon bilan culturel trimestriel et donc mon bilan de l'été. Et il va y avoir 4 catégories. Une catégorie film, une catégorie animé-série, une catégorie musique et une catégorie pot pourri, la classique. Et on commence avec les films parce que il y en a un paquet. Franchement, j'ai beaucoup regardé de films puisque j'ai regardé 11 films. Je suis trop contente de me mettre à regarder des films. J'aimerais commencer en vous disant que j'ai enfin regardé quelque chose que je devais regarder depuis des siècles. Ce n'est autre que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une culture cinématographique proche de zéro, pour ne pas dire nulle. Donc j'avais jamais vu le Seigneur des Anneaux. Sachant que je suis entourée de gens fans du Seigneur des Anneaux, c'était un peu un affront pour eux. J'ai fini par regarder, alors j'ai regardé les versions courtes, j'ai pas encore regardé le Hobbit, mais j'ai regardé les 3 épisodes. Et franchement, c'était incroyable. En fait, c'est le genre de truc où je me dis, c'était évident que j'allais aimer, c'est tout ce que j'aime, c'est un univers de fantasy qui est incroyable, ultra poussé, il y a des personnages hyper stylés, il y a une histoire dans le fond que j'adore. Ça ne peut que me plaire, mais je ne sais pas pourquoi, je prends tout le temps 1 milliard d'années avant de me décider à enfin regarder. Bon, j'avoue que peut-être que le fait que même les épisodes courts durent quasiment 3 heures, ça refroidit un peu. Genre, ça refroidit même carrément. Je pense que je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé du Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle facette du monde. Genre, maintenant, je peux comprendre des mèmes sur le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est incroyable. Ensuite, j'ai enchaîné avec quelque chose de beaucoup plus récent, puisque je suis allée voir le dernier film du producteur coréen Park Chan-wook, qui n'est autre que Decision to Live. Et je sais pas trop quoi en dire. C'était très perturbant. Alors, j'ai pas l'habitude de regarder des films coréens. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'aller voir celui-ci pour parfaire ma culture, voir un peu des nouvelles choses. Et j'ai pas giga accroché. Ici, on est plutôt sur du 3,5 sur 5, je pense. C'est un film qui a été primé au Festival de Cannes avec le prix de la meilleure mise en scène, quelque chose comme ça, qui est largement mérité. Pour le coup, il n'y a pas de doute. Au niveau du son, au niveau des images, au niveau de la mise en scène, en fait, c'est incroyable. Vraiment, on regarde des scènes et on est ébahi, on est ébloui par ce qu'on peut voir, par les messages que les images transmettent. Mais alors l'histoire... Bon, j'avoue, il y a des moments, je comprends rien. Les personnages, je les trouve pas du tout attachants. Et j'ai oublié de vous faire le résumé qui devrait être la première chose que je fais. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'un détective qui va enquêter sur la mort assez suspecte d'un homme au sommet d'une montagne. Et il va directement commencer par suspecter la femme du défunt. Et il va devoir faire face à une forme de dualité de ses sentiments, puisque d'un côté, il la suspecte, mais de l'autre, il ressent une sorte d'attirance pour elle. Et c'est une histoire qui, à première vue, semble cool, enfin intéressante en tout cas. Et je sais pas comment dire, mais j'ai pas réussi à comprendre ce qui se passait par moments. Pas dans le sens, l'histoire globalement elle était claire, mais il y a des choses qui se passent et je me disais, mais quoi ? Enfin, pourquoi ça n'a pas de sens ? Et c'est un peu frustrant. Je dis pas que c'est un mauvais film, c'est juste que je suis pas du tout habituée à regarder des films de ce genre. Et forcément, je pense que ça a joué sur la vie que je m'en suis fait. Globalement, je pense que si on parle que en termes cinématographiques, visuels, etc., on ne peut que féliciter le travail du réalisateur, etc. Mais alors en termes d'histoire, je suis vraiment très mitigée. Voilà, d'où le 3,5 sur 5. Et ensuite, j'ai enfin regardé la suite de Made in Abyss, qui est un animé à la base. Mais donc j'ai regardé le film qui s'appelle Made in Abyss Dawn of the Deep Soul. Globalement, c'est la suite directe de l'animé. Donc je vais pas vous faire le résumé du film parce que ça risquerait de vous spoiler l'animé, mais déjà sachez que c'est un animé que j'ai adoré, qui est très très sombre. Ça nous prend en tripes et évidemment, ce film, ça a été la même chose. Je lui ai mis 5 sur 5 et vraiment j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme je sais pas quoi. Donc en fait, ça se passe dans une sorte de ville qui s'est construite autour d'un trou abyssal profond de plusieurs étages. On parle de 7 étages environ. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on descend au plus profond de l'abysse, on va avoir des nouvelles découvertes, on va découvrir des animaux fantastiques, des plantes fantastiques, des trucs un peu incroyables. Mais évidemment, il y a une contrepartie. Plus on s'enfonce, plus on a des problèmes. Donc quand on va descendre au premier étage, on va avoir un peu mal à la tête. Quand on va descendre au 2e étage, je sais pas, on va avoir le nez qui coule, et ainsi de suite. Et je crois qu'il me semble que c'est à partir du 5e étage où personne n'a réussi à remonter à la surface parce que c'est pas quand on descend qu'on a les problèmes, c'est
quand on est descendu et qu'on commence à remonter. Et en fait, nous, à la base, on suit Rico, qui est une jeune fille qui a environ 12 ans et dont la mère était une professionnelle des personnes qui vont en profondeur, mais qui n'est jamais remontée. Donc on sait pas, ça se trouve elle est vivante, mais elle est au 7e étage, on ne sait pas. Et elle veut un peu partir à sa recherche. L'élément déclencheur un peu, c'est Reg, qui est une sorte de robot humain, un peu, c'est pas très clair, qui va être découvert, donc qui vient des profondeurs de l'abysse a priori, et il va accompagner Rico dans sa quête, et nous on va les suivre. Et donc le film, c'est la suite de la première saison. Et vraiment, c'est un animé qui est super... Enfin, qui est incroyable. Je sais pas comment vous dire. Déjà, je trouve que là, l'histoire, je sais pas si ça vous a fait envie, mais le scénario est incroyable. Je trouve que c'est hyper original. Voilà, je préfère prévenir que c'est vraiment très très sombre. Genre, il y a des moments où ça fait mal au cœur, quoi. On n'y va pas de main morte, quoi, disons, sur nos sentiments, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est une énorme merveille et j'ai adoré le film. Ensuite, je sais pas si vous avez trop suivi, mais je suis partie un week-end à Disney avec des amis. Il faut savoir que j'ai une culture de Marvel, comme de tout le reste, en fait, finalement, assez nulle. Et c'est pas parce que ça me plairait pas, parce que je suis sûre que ça peut me plaire, mais juste, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à regarder que forcément c'est un peu démoralisant. Mais après y avoir été, je me suis dit, vas-y, motive-toi, tu vas te faire tous les Marvel. Or, c'est un projet dans le temps, hein. Je comptais pas faire que ça cet été. Mais j'ai commencé, et j'ai commencé donc par Iron Man, parce que personnellement j'ai décidé de le faire dans l'ordre chronologique. Je trouve ça plus simple, je trouve ça plus cohérent, parce que c'est dans l'ordre où c'est sorti. C'est un des seuls que j'avais déjà vu. Encore une fois, est-ce que je dois vous faire le résumé? Je pense pas. Je lui ai mis 4 sur 5. J'ai bien aimé, donc a priori c'est au-dessus de 2,5. J'ai trouvé ça cool, c'est pas révolutionnaire, mais pour ce que c'est, étant un film de 2008, c'était très bien. Et personnellement, je kiffe le personnage d'Iron Man, donc voilà. Bon, je l'avais déjà vu, donc j'ai trouvé un peu long, mais c'était bien. Et je suis contente de m'être lancée dans ce chemin. Ensuite, je vais vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma et qui m'a franchement chamboulée. C'est le film qui s'appelle Les Nuits de Mashhad, et qui globalement traite de féminicide en Iran. Ça, c'est vraiment en 2 mots. Il me semble que le réalisateur à la base est iranien, mais s'est fait naturaliser danois. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Et c'est un film vraiment qui est très très dur à regarder. Je me suis beaucoup posé de questions sur le message qui avait voulu être transmis par le réalisateur, etc. après l'avoir vu. Pour vous situer l'histoire, ça se passe en Iran en 2001 et on va suivre une journaliste de Téhéran qui va plonger dans les quartiers un peu malfamés de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Et en fait, elle va se rendre compte très vite que les autorités, elles n'ont pas l'air de se démener pour trouver l'auteur de ces crimes, réalisés par un homme qui prétend nettoyer la ville de ses péchés en tuant ces femmes qui sont en réalité toutes des prostituées. Et ce qui est assez particulier, c'est que c'est une sorte de thriller, mais dès le départ, on sait qui est le meurtrier. L'enjeu, c'est pas de trouver qui est la personne qui tue ces femmes. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va tourner, est-ce qu'il va s'en sortir, etc. Mais c'est pas du tout de savoir qui est le meurtrier. Clairement, ce film est extrêmement politisé. C'est un film qui se veut, je pense, un coup de pied dans la société iranienne. L'actrice principale et le réalisateur, je pense qu'ils pourront pas retourner en Iran très facilement. Le film est très explicite, très imagé. C'est-à-dire que des femmes meurent et on nous remontre la scène des femmes qui meurent beaucoup de fois. Sur le coup, ça m'a un peu dérangée. J'avais un peu l'impression d'être une voyeuse. En fait, je pense que c'est voulu de la part du réalisateur pour nous montrer vraiment la réalité, c'est ça. Et vraiment, on sort de là. Moi, je savais pas quoi dire, hein. Vraiment, j'étais bouche bée et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Mais si c'est possible. Et je pense que ce qui est ouf et qui vraiment m'a chamboulée avec ce film, c'est que il y a cette première partie avec les meurtres de femmes, les féminicides qui s'enchaînent, c'est dur. On n'édulcore pas les meurtres, c'est elle meurt, point. Il n'y a pas de petites paillettes pour nous faire passer un peu mieux la pilule. Et ça, c'est la première partie du film. Et la deuxième partie du film, elle est limite plus dure. Parce que visuellement, c'est pas aussi violent, etc. évidemment. Mais en termes psychologiques, ce qu'on ressent est tellement puissant et pas dans le bon sens du terme. On se sent tellement mal en fait des messages que les gens essayent de faire passer en tuant ces femmes, etc. que faut avoir le cœur bien accroché. J'ai été époustouflée. Le rythme est haletant, les acteurs ils sont époustouflants. La mise en scène est incroyablement bien faite et difficile. Et si vous avez l'occasion de le voir, je pense qu'il est plus au cinéma maintenant, mais regardez-le, parce que vraiment, c'est une énorme claque et ça nous fait nous poser beaucoup de questions.
Bon, ensuite j'ai regardé un film qui n'a rien à voir. Voilà, je vous ai dit, je me suis lancée dans les Marvel, j'ai continué. J'ai regardé le film le plus détesté de tout l'univers Marvel, je crois. C'est l'incroyable Hulk que j'ai vu, qui est donc l'histoire de Hulk qu'on suit. Et c'est vrai que ça n'apporte rien. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. On passe pas un mauvais moment. Mais c'est même pas un film où on se dit « Waouh, trop bien le super-héros et tout ». Il y a un début avec une problématique. Il se passe plein de trucs et à la fin du film, bah, la problématique n'est pas réglée. Donc... je sais pas trop, c'est un peu bizarre, mais je l'ai regardé. Je l'ai regardé, c'est voilà, je tiens mon challenge doucement, mais sûrement. Bon, et après cette pause, allez, retour au cinéma pour un film encore plus joyeux. Pas du tout, on est exactement sur le même thème de film que celui que j'ai vu auparavant au cinéma. S'il s'appelle La Nuit du 12, c'est un film français cette fois, mais qui parle encore une fois de féminicide. Franchement, les films que j'ai vus au cinéma, on a connu meilleure ambiance ces derniers temps. Encore une fois, un film du Festival de Cannes, un énorme coup de cœur pour le coup. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, voire le meilleur film que j'ai vu. C'est, je vous le dis tout de suite, c'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée en France. Là, c'est un peu différent du film d'avant. On ne sait pas qui est le meurtrier, on suit un seul féminicide et tout l'intérêt du film, c'est qui est le meurtrier. Donc c'est un vrai thriller où on cherche la vraie personne responsable, etc. En fait, c'est horrible. Genre, parfois je me dis, mais mon Dieu, mais les gens, vous êtes... Ah, ça me frustre. Je comprends pas comment on peut faire ça à des femmes et j'ai pas les mots. Vraiment, je n'ai pas les mots. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se place du point de vue de la police judiciaire qui va enquêter donc sur un féminicide qui a eu lieu à Grenoble, il me semble. C'est une jeune femme qui, en plus, a à peu près mon âge, puisqu'elle a genre une vingtaine d'années, qui est décédée dans une nuit alors qu'elle rentrait chez elle de soirée. Et puis, la grande question, c'est qui l'a tuée. On va suivre toute l'enquête, tous les interrogatoires, toutes les personnes, etc. Et ce qui est terrible, c'est que, comme c'est un film français, c'est très bien fait. Franchement, je trouve qu'on y croit à fond en termes de comment la police judiciaire réagit, comment les gens réagissent, etc. C'est vraiment très bien fait. Ce qui est d'autant plus touchant et d'autant plus difficile parce que on s'identifie très, voire trop facilement à certains personnages et ça fait d'autant plus mal. Et je trouve que c'est un film qui transmet des beaux messages. Bon, enfin, quand je dis des beaux messages, je sais pas si c'est le terme parce que j'aimerais qu'on n'ait pas besoin de transmettre ces messages. Mais en tout cas, ça pose les bonnes questions. Ça met les points sur les i, les barres sur les t. Je pense qu'un des trucs qui m'a le plus chamboulé, et je peux vous le dire parce qu'en vrai, c'est pas un énorme spoiler, évidemment, il y a plusieurs suspects. Donc, il y a plusieurs garçons et hommes divers et variés au profil divergent qu'on va suivre dans leurs interrogatoires, etc. Et en fait, je crois que c'est l'enquêteur principal qui dit ça. C'est que ce qui est horrible, c'est que ça pourrait être tous ces personnes-là. Vraiment, il n'y a pas une personne où tu te dis « Non, tranquille ». C'est pas lui. T'as envie de tous les enfermer. Ce film est magnifique. Allez le voir. Genre, il est sans doute plus au cinéma, mais quand il sortira en DVD, quand s'il repasse dans un cinéma, si vous avez un moyen de voir ce film, regardez-le. C'est la plus grosse claque que je me suis prise depuis longtemps. Et la réalisation est super, les acteurs sont incroyables et tout est génial. Vraiment. Bon, maintenant, il est temps de vous parler d'un film que j'ai regretté d'avoir vu, mais je veux vous en parler parce que c'est un film qui a été énormément hypé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, et c'est un film Netflix qui a été au top de Netflix pendant un certain temps. On change complètement d'ambiance du précédent. C'est une petite histoire d'amour, puisque ce n'est autre que Purple Heart. C'est un film qui, à première vue, avait tout pour me plaire, puisque c'est un enemies to lovers, donc des gens qui, à la base, ont tout pour ne pas s'entendre, qui finalement se retrouvent un peu in love, quoi. Moi, je me suis dit, ça va être un film un peu cucul-à-praline. C'est bien, j'ai pas vu des films cucul-à-praline ces derniers temps. Moi, j'ai envie d'être dans mon lit et de me dire, c'est trop mimi, l'amour, vive l'amour. En fait, ce qui est horrible avec ce film, c'est que avant que je rentre dans les détails, sachez que j'ai passé un bon moment devant et ça m'énerve. Ça m'énerve que ce soit le cas parce que c'est un film qui ne mérite pas qu'on passe des bons moments devant parce qu'il véhicule des messages terrible. Ça m'énerve que des films comme ça soient faits par Netflix. Netflix font des très bons trucs qui passent de très beaux messages et ils font ça. Et ça, c'est pas possible. Donc en gros, on va suivre l'histoire de deux personnages qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc on a une jeune femme qui galère un peu dans la vie parce qu'elle est fille d'immigrés, qu'elle a pas beaucoup d'argent, en plus de ça elle est diabétique, elle a pas de quoi se payer un traitement. Et à côté, on va suivre le mec qui rentre à l'armée, il a ses petites idées de mec qui rentre à l'armée américaine convaincu par ce qu'il fait, etc. Bon, a priori, on pourrait se dire, bon ok, pourquoi pas. Mais il y a des messages qui sont passés. Donc à un moment, pour vous donner une idée,
j'ai même pas envie de le dire, mais ils sont à un repas tranquillement. C'est un repas juste avant qu'ils partent justement avec l'armée américaine, etc. Et il y a un mec qui dit des trucs mais complètement racistes. Et la meuf, donc la fille d'immigré là, elle dit mais non mais ça va pas, dis pas des trucs comme ça. Et son mec lui dit quoi? Lui dit assis-toi. Comment ça, assis-toi? Mais non, pas assis-toi en fait, défends-la. Ton pote est en train de dire allons massacrer un peuple, on en a rien à foutre juste parce qu'ils n'ont pas nos idées, notre religion, etc. Et tu dis à ta meuf assis-toi. Et la meuf s'assoit. Ah! Mais non en fait, genre c'est pas possible qu'une histoire d'amour comme ça se passe dans la vraie vie et idéaliser des trucs comme ça où des personnes qui disent des choses racistes, qui font des trucs sexistes sont banalisées et que le personnage principal masculin ne remet jamais ça en question. Stop passer des messages comme ça en fait. Genre, surtout quand tu vois tout le monde qui a regardé ce film et tout le monde qui sauçait ce film, c'est pas possible. Stop. Non, je refuse. Bon, changeons d'ambiance pour le dernier film que j'ai vu. J'ai vu le film Elvis, à qui j'ai attribué la note de 5 sur 5, qui est donc un biopic, je crois qu'on dit ça. C'est un film en gros où on va suivre l'histoire de la vie d'Elvis Presley, mais de manière assez originale, puisqu'on va le suivre à travers le prisme de son manager, le colonel Tom Parker, donc, et on va suivre toute la vie d'Elvis, toute sa carrière, etc. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. Déjà, Austin Butler en Elvis Presley, mais je suis amoureuse. Vraiment, ce mec est trop fort. C'est incroyable, vraiment. Il l'a joué à merveille. Le film est une claque visuelle, c'est une claque sonore. J'ai adoré la manière dont ça a été tourné, que ce soit, quand je dis tourné, genre avec la caméra, mais aussi tourné dans l'histoire. Je trouve que vraiment la performance des acteurs est incroyable. C'est un film qui est assez long, je me rappelle plus, enfin vraiment je crois qu'il dure plus de 2h30, mais je trouve qu'on s'ennuie pas, il y a un très bon rythme, ça s'enchaîne bien, on passe un bon moment, j'ai rien d'autre à dire. Je connaissais pas du tout l'histoire d'Elvis Presley, j'adore ses musiques, mais ça s'arrête là globalement. C'était hyper intéressant de découvrir ça, surtout tous les mensonges, un peu la chute de cette star, comment ça a terminé, etc. C'est un peu horrible. Franchement, on ressort en se disant bichette, quoi. Genre Elvis, grosse bichette. Je suis un peu déçue par un aspect du film, c'est qu'ils abordent pas certains aspects que Seb aborde dans sa vidéo, qui sont pour moi importants. Dans le film, Elvis, il est clairement présenté comme la victime de son succès et vraiment j'avais de la peine et beaucoup d'empathie pour lui parce que la célébrité ça lui est monté à la tête, mais pas que par sa faute, aussi par celle de son entourage et de gens qui ont pas su comment gérer ça, mais il y a quand même des parties importantes, genre le fait que sa femme était beaucoup plus jeune que lui, qui n'ont pas du tout été abordées, ce que je trouve important quand même. Après, le but c'est pas de faire une biographie hyper précise, j'imagine bien, enfin ça reste un peu romancé, etc. Mais franchement c'était hyper intéressant, hyper bien, hyper beau et visuellement, cinématographiquement parlant, j'ai adoré. On peut donc passer aux animés et aux séries. Je vais essayer d'être rapide parce que il y en a marre des vidéos longues. Non, c'est pas vrai, je vous ai manqué. J'ai vu 3 animés, séries dans des styles très variés. Et en commençant par L'été où je suis devenue jolie. C'est adapté d'une saga, d'une trilogie même à la base. Pour le moment, il y a une première saison disponible sur Amazon Prime de 7 épisodes. Et vraiment, si vous voulez un truc cliché, mimi, avec de l'amour, des trucs un peu lycéens, dans des vibes de l'été, cliché américain, dans des grandes maisons, avec des grandes fêtes, etc., c'est fait pour vous. Vraiment, c'est juste mimi, on rigole, on pleurniche un peu, on est content, on se dit oh c'est mimi, l'amour quand même. Et voilà, c'est ça, globalement. L'histoire, quand même, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un triangle amoureux avec 2 frères. Ces 2 frères sont en fait les fils de la meilleure amie de la mère de Belly. Ça semble compliqué mais ça l'est pas du tout. Les enfants se connaissent depuis des années et puis il y a des petits crushs dans l'air, etc. Et donc c'est un énorme triangle amoureux, hein. Vraiment, si vous détestez les triangles amoureux, vous allez pas aimer. Je suis pas une énorme fan, mais moi j'aime bien l'amour et j'aime bien les trucs mimi, donc j'ai aimé. Et surtout, évidemment que j'ai aimé cette série, puisque les musiques qui sont dedans m'appellent. Elles me disent Pauline, tu vas aimer cette série, on a du Taylor Swift, on a du Olivia Rodrigo. C'était fait pour moi. J'ai adoré, alors que c'est que cliché sur cliché. Mais ça fait du bien parfois, un peu d'amour. Surtout après tous les films difficiles que j'ai été voir au cinéma. Et d'ailleurs, un peu dans une ambiance similaire, enfin ça n'a rien à voir, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour ou quoi. Mais j'ai vu l'animé Spy X Family, qui est un animé récent. Il y a une seule saison de 12 épisodes pour le moment. Et c'est incroyable. Vraiment, regardez cet animé, je vous le dis déjà. Ça se passe, en vrai, au Japon, je pense, mais il y a un délire qui ressemble un peu au côté Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest.
Et donc on va suivre un espion qui est trop stylé. Dans une nouvelle mission, il va devoir espionner un mec. Pour ce faire, le seul moyen qu'il a de se rapprocher de cet homme, c'est de passer par son fils qui est dans une école un peu de gros privilégiés, hyper sélective, hyper élitiste, etc. Sauf que le problème, c'est que pour avoir un contact avec ce fils, il faut donc quelqu'un dans l'école. Et donc il va devoir adopter un enfant. Il va adopter une petite fille qui doit avoir, je sais pas, 5 ou 6 ans, qui en fait est télépathe, mais elle va pas le dire évidemment. Et donc elle va très vite comprendre que son père adoptif est un espion, mais elle a peur parce que il veut pas qu'elle sache que c'est un espion, parce que sinon il va l'abandonner et... C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et puis ça s'arrête pas là parce qu'en fait pour intégrer l'école non seulement il faut avoir un enfant, mais il faut aussi que cet enfant ait une mère aimante et donc il va se trouver une femme et en fait cette femme elle a aussi des secrets et c'est trop bien. Et vraiment ça vaut le détour, c'est incroyable. Et je trouve que c'est le genre d'animé qui peut plaire à des gens qui sont pas des énormes fans de ce genre de choses justement. Vraiment je vous le conseille, j'ai adoré, c'était trop bien. Et ensuite, j'ai regardé encore autre chose dans un style encore différent puisque j'ai regardé Drag Race France qui est une émission de France TV Slash, il me semble. Drag Race, initialement, c'est une émission qui vient des États-Unis et c'est un concours de drag queen, tout simplement. C'est un univers que je ne connais pas du tout, honnêtement, je n'y connaissais rien et je trouve toujours intéressant de me renseigner sur des choses que je connais pas. Et en fait, donc c'est un concours où au départ, on doit avoir genre une dizaine de drag queens qui viennent et à chaque émission elles doivent faire je sais pas des défilés, elles ont des petits trucs sur lesquels elles doivent combattre, du lip sync, etc. pour qu'au final on élise la queen des drag queens et j'ai passé un trop bon moment. En fait il y a des personnes sur cette terre qui sont mais tellement talentueuses, vraiment. Elles ont toutes des trucs de ouf, que ce soit en termes d'histoire, en termes de style, en termes de capacité à créer des choses, à faire passer des messages et vraiment j'ai trop aimé. J'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous voulez voir quelque chose que vous avez jamais vu avant, regardez ça. Et c'est beau à regarder, vraiment. On peut ensuite enchaîner avec la catégorie musique. J'ai 3 trucs dont je voudrais vous parler, à commencer par l'album de mon été, un peu mon petit coup de cœur, c'est l'album de Big Flo et Oli. Alors je l'ai écouté tout l'été, par contre je serais incapable de vous dire le nom qu'il a, mais je peux vous dire quelles sont mes 3 chansons préférées. Nous avons Coup de vieux qui est en feat avec Julien Doré en plus. Ça va beaucoup trop vite que j'adore aussi. En fait j'adore toutes celles dont je vais vous parler. Et enfin, le son préféré de mes potes. Ensuite, la chanson suivante est une chanson que j'ai découverte par un pur hasard. Je saurais même pas vous dire comment, mais je l'adore. Je l'écoute le matin quand je vais en cours et ça me met dans un bon mood. C'est une chanson de Salem Ilez qui n'est autre que Crypto Boy. Et comme son nom l'indique, et les paroles si vous avez compris, ça parle d'un mec qui est fan de crypto, de NFT, etc. C'est-à-dire à peu près tout ce que je déteste. Et ça le critique. Et vraiment, c'est trop bien. Ça fait plaisir à entendre. Et pour terminer, ça n'a rien à voir. C'est une chanson beaucoup plus vieille, beaucoup moins originale. Mais je vous avais déjà dit, il me semble, au printemps que je me suis découverte une passion pour Taylor Swift. Et bon, j'ai 22 ans et j'adore écouter 22. C'est pas très original, mais fallait que je le dise. Et on peut passer à la dernière catégorie qui n'est autre qu'une catégorie pot pourri. En gros, c'est tous les trucs que je n'ai pas pu mettre dans une catégorie à part entière parce qu'il n'y en avait pas assez. On commence par un truc, je sais pas trop comment vous l'expliquer. C'est un truc que vous tapez Sutom sur internet, vous tombez dessus. C'est en gros Motus. Donc vous avez des lettres et tous les jours vous avez un nouveau mot. Donc vous avez sa première lettre et un nombre de lettres et vous devez le trouver en 6 essais maximum. J'aime trop, c'est aussi bête que ça. Ça ne change pas ma vie mais c'est marrant. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu de mode, quelque chose qui n'arrive jamais ici. Vous le savez, ça fait plusieurs années maintenant que je ne consomme plus du tout de fast fashion et je me suis acheté des baskets Minuit sur Terre. Minuit sur Terre, c'est une marque éco-responsable que j'aime beaucoup. Ils produisent leurs chaussures majoritairement au Portugal avec du cuir vegan, avec des produits recyclés, etc. Ils sont surtout, peut-être le plus important de tout, très transparents, surtout. On me donne toutes les infos sans galérer, sans des non-dits, etc. qui m'énervent. Vraiment, en plus, les chaussures sont hyper jolies, hyper originales. J'ai reçu plein de compliments. Elles sont très agréables. Bon, là, je les ai pas sorties, donc j'ai la flemme de vous les montrer, mais je mettrai une petite photo. Juste, c'est des très belles chaussures qui, certes, ont un prix, évidemment, puisqu'elles sont produites dans des conditions éthiques, écologiques, etc. Donc, j'ai dû payer environ 130 € la paire. Mais en même temps, 130 € la paire pour une paire de baskets éco-responsables, éthiques, etc. Ça me choque pas. C'est un investissement. Je compte garder cette paire pendant des années et ne m'achetant pas des chaussures de manière extrêmement fréquente. Je trouve pas ça
choquant. Et pour conclure, j'aimerais parler d'une chose qui n'a rien à voir, que j'ai mis là parce que maintenant ça fait partie de ma vie, ça me rend heureuse, etc. En ce moment je suis très heureuse de ma vie. Bon tant mieux, hein, vous vous en foutez peut-être mais moi je m'en fous pas puisque c'est ma vie, ok. Vous l'avez suivi sans doute avec ma semaine back to school, mais j'ai réaménagé de nouveau à Toulouse pour ma dernière année en école d'ingénieur et j'ai aménagé dans une coloc avec 4 de mes amis. Et d'ailleurs j'ai 4 autres amis dans la coloc du dessous et j'adore ma coloc, je suis trop contente. Et voilà, je voulais le mettre un peu dans cette vidéo sur mon bilan de l'été parce qu'en vrai ça fait partie de mon été tout simplement. Bon j'avoue je l'ai aussi mis là parce que j'ai un esprit très et j'aime bien mettre au moins 3 trucs dans toutes mes catégories, sinon je trouve que ça fait vide. Et je pense que j'ai tout dit. Je voulais vous remercier parce que on a bientôt 1500 abonnés sur cette chaîne et je trouve ça complètement ouf. Je suis trop contente. En plus là ça y est, je sors enfin de la maladie. J'arrive à peu près à avoir un rythme quasiment correct. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos hebdomadaires. Je suis trop contente. Je vous dis donc à la semaine prochaine et merci!